Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien, que vous ne souffrez pas trop du froid si vous êtes actuellement en plein hiver, si vous le traversez, comme c'est le cas pour nous en France actuellement. Ici on traverse des températures, même dans le sud de la France, qui ne sont pas glaciales, peut-être pas jusque-là, mais très très fraîches, extrêmement fraîches. On frôle d'ailleurs depuis quelques jours les températures négatives, donc il faut penser évidemment à se couvrir, Violaine. Bon, est-ce que c'est pas normal fin janvier comme situation ? Bah alors là on est dans la moyenne, hein, c'est tout à fait normal, rien d'exceptionnel. Est-ce que tu te couvres bien quand tu sors ? T'es pas tombé malade ? Bah, je crois que je commence à tomber malade et peut-être que vous l'entendez au son de ma voix, donc mystère. Mais ouais, c'est normal pour la saison, sauf pour nos auditeurs qui habitent dans l'hémisphère sud. Bah, j'imagine que pour eux, c'est tout le contraire. Tu sais que j'ai vu des images de l'Australie à la télévision cette semaine. Enfin, c'était même en début de semaine, là, de Melbourne exactement. On est dans le sud-est de l'Australie. C'est là où se joue actuellement, tu sais, un tournoi extrêmement important de tennis. Et évidemment, c'est tout l'opposé en termes de climat par rapport à ce que nous traversons ici, le choc thermique. C'est vraiment ça, le grand écart. Tu sais qu'il y a quasi 30 degrés de différence avec nous, là. Pile 30 degrés à peu près. Ok, bah je vais prendre l'avion pour l'Australie alors. Non, mais nous, on est bien au chaud pour discuter là, mais c'est vrai que dehors, ça caille, il fait froid. Mais t'as raison de parler de la température et de l'hiver, en fait, parce que c'est en lien direct avec notre thème du jour. La question à laquelle on va essayer de répondre, est-ce que tu veux la dire ? Allez, j'y vais. Alors d'ailleurs, je sais pas exactement encore comment on va l'intituler, cet épisode, Violaine. Enfin, bref, on va y réfléchir tous les deux, mais en gros, on va essayer, oui, de savoir et de comprendre pourquoi les Français sont réticents à se faire vacciner. Être réticent à quelque chose, évidemment, c'est... comment l'expliquer, c'est comme avoir des difficultés à faire quelque chose, avoir du mal à le faire. Voilà, c'est ça, être réticent. Pourquoi les Français sont réticents au vaccin ? Oui, et c'est vrai que réticent, c'est pas forcément être contre, mais voilà, je dirais que c'est plutôt, comme tu l'as dit, c'est quand on a des doutes sur un acte. Un synonyme, ça pourrait être hésiter, c'est se méfier. Ouais. Et là, en l'occurrence, dans notre cas, se méfier des vaccins et de la vaccination. Les Français sont réticents, oui, les Français sont méfiants au moment où il faut aller se faire vacciner. Donc on va en parler tous les deux, Violaine, on va échanger sur ça. Évidemment, l'objectif ici, c'est d'aller au-delà du seul constat, d'aller plus loin et de s'interroger. Pourquoi une telle situation ? Pourquoi c'est comme ça ? À quoi c'est dû ? Et quelle est la cause ? Ouais, je dirais même quelles sont les causes, parce que je crois qu'il y en a quelques-unes. Plus d'une, c'est vrai. Il y a plein de raisons, ouais. Historiques d'abord, culturelles bien sûr, des raisons récentes aussi qui expliquent certainement cette méfiance, cette crainte que ressentent une part importante de Français à chaque fois qu'on parle de vaccination. Et on peut même parler de peur chez certains, même si, faut faire attention, les raisons sont multiples, l'argument n'est pas toujours le même. Ça varie entre les gens. Bref, je pense que notre conversation intéressera toutes celles et ceux qui nous écoutent là, en ce moment, tranquillement. Ouais, j'espère. Et puis, ça vous permettra de comparer aussi avec vos propres systèmes, de voir les différences qu'il y a avec vos pays respectifs dans lesquels vous habitez. Est-ce que le regard que vous portez sur le vaccin est le même que chez nous ? On verra tout ça. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que les recommandations culturelles sont de retour. On a une super reco à vous faire, un super film français qu'on a vu tous les deux, Nathan, hier soir. Bon, ça n'a rien à voir avec les vaccins ou la santé par contre. Absolument rien à voir, quoique la santé mentale, certainement, c'est lié. Ouais. On pourrait dire ça, mais c'est vrai que le sujet tourne plus autour de la justice, des prisons, des victimes, des auteurs d'infractions. Voilà, vraiment un film très très fort. C'est vrai que le sujet s'éloigne un peu de celui d'aujourd'hui, là qu'on va traiter maintenant, mais c'est vrai que ce film est vraiment, on peut un peu teaser avant d'en parler tout à l'heure, mais il est extrêmement puissant, il est, à mon avis, en tout cas je l'ai trouvé comme ça, magnifique, émouvant aussi. On a tous les deux adoré Violaine et
et je crois que toi aussi, hein, c'est vraiment réciproque. Donc il faut bien rester jusqu'à la fin. On en parlera beaucoup plus longuement et on vous dira pourquoi. Vous devez absolument le voir, ce film qui est récent en plus, et ça fait du bien, un film français tout récent là, hein, qui a quelques mois, quelques années. Voilà, donc il est très actuel, passionnant et super utile aussi pour tout simplement progresser en français. Très très bien. T'as tout dit. Pour commencer, je crois qu'on doit expliquer, Nathan, comment on a choisi cette thématique, pourquoi ce sujet. Si mes souvenirs sont bons, c'est en lisant un article du Monde, donc du journal Le Monde, qu'on a fait ce choix et qu'on s'est arrêté dessus. Alors, je sais plus exactement si on est d'abord tombé sur l'article du Monde en question dont tu parles, ou si c'était plutôt un reportage sur lequel je suis tombé à la télé. Bref, d'ailleurs peut-être les deux le même jour, parce que c'était vraiment l'actu, peu importe, de toute façon, les médias en ont beaucoup parlé ces derniers jours. Hein. Ouais, et pas que les médias d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup lu à propos de ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment des témoignages de gens qui sont malades depuis quelques jours. Voilà, il faut le dire, il y a une vraie épidémie de grippe en France. On dit que c'est la grippe saisonnière, donc de saison, comme on l'appelle. C'est classique, hein. Chaque année, en hiver, on va dire entre novembre et février-mars, il y a un pic de malades, donc des gens qui contractent cette maladie. La grippe. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a donc une épidémie, comme je l'ai dit. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, c'est quand même assez violent. C'est assez violent, et peut-être d'ailleurs qu'on peut rappeler rapidement les symptômes. Hein, on va voir comme ça un peu tout le vocabulaire médical. Donc les symptômes en général, hein, de la grippe, je peux en parler puisque je l'ai eu très récemment, hein, c'était l'an dernier, à peu près à la même période, un peu plus tôt, fin décembre, début janvier, et c'était assez handicapant, embêtant. Puisque c'est tombé en plus pendant les fêtes de Noël. Hein. Je me souviens, j'étais vraiment cloué au lit. J'ai attrapé, comme on dit, la grippe le 30 décembre. Je suis tombé malade vers le 30 décembre et ça a duré une semaine. Donc, évidemment, tu te souviens, bye bye le nouvel an. Cloué au lit, au fond de mon lit, avec donc les symptômes habituels, j'ai envie de dire, de la grippe. Lesquels ? Alors, les symptômes classiques, de la fatigue, beaucoup de fatigue, de la toux, aussi, je toussais pas mal, hein, énormément à ce moment-là, des courbatures. Ça, c'est tout ce qui est courbatures, donc douleurs musculaires dans les jambes, dans les bras, un peu partout. Et t'avais des frissons aussi. Des frissons, c'est quand on tremble. Ouais, la totale. Quasiment la totale. Enrhumé aussi, hein, j'avais un rhume, bien sûr, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc ça, c'est les symptômes un peu classiques de la grippe, même si ça varie, hein, en fonction des gens, des saisons aussi, des profils. En revanche, dans mes souvenirs, je crois que j'avais pas de fièvre. Je crois pas, tu vois, heureusement. Mais voilà, ça m'a marqué parce que cette grippe était très longue. C'était très long pour s'en défaire, il a fallu du temps. Et comme je t'ai dit, ça a duré quasi une semaine. On a de la chance, pour l'instant, elle nous a épargnés cette année. Pour l'instant. Là, tu vois, alors... Notre table, c'est pas du bois, mais souvent, voilà, on peut dire on touche du bois, c'est-à-dire que voilà, l'hiver n'est pas fini, on espère que ça va rester comme ça, quoi. On touche du bois pour nous porter chance. Ouais. Bon, t'as raison, on va pas parler trop vite, d'autant que la grippe, c'est super contagieux, ça se transmet facilement, rapidement. Voilà, quelqu'un que tu croises, à qui tu parles, à qui t'échanges même juste 2 mots, peut en fait te la transmettre, te la redonner, te la refiler, évidemment, sans que tu t'en rendes compte. Ouais, ça va super vite. Juste s'il te parle, s'il éternue, s'il tousse. Encore plus d'ailleurs si on est dans un endroit fermé, évidemment, hein, si tu vas dans un café, si tu assistes à une conférence, que les gens parlent, etc. C'est un endroit clos, un endroit fermé. Là, évidemment, ça se diffuse très rapidement. Et quand il y en a beaucoup, on appelle ça une épidémie, comme on a déjà dit, et c'est ce que nous connaissons, nous, en France actuellement, une épidémie de grippe, mais je crois que le pic de l'épidémie, donc le point le plus haut, tu sais, en termes de chiffres, je crois qu'il n'a toujours pas été atteint. Ça n'empêche pas que la situation est grave, et ce qui pose problème, c'est pas les cas comme toi, Nathan, qu'il a eu l'an dernier, sans gravité, hein, heureusement, mais c'est plutôt le nombre de personnes qui sont hospitalisées
pour la grippe, pour des cas plus sérieux. Exactement, c'est ça. En fait, c'est vraiment en augmentation en France par rapport aux autres années. Les hôpitaux ne sont pas encore totalement saturés, mais en tout cas, ils sont bien remplis. Et on va aller vite, mais quel est ce lien justement avec le sujet du jour, avec les vaccins? Que disent les autorités et qu'est-ce qu'elles dénoncent? Ça, c'est ça les questions en fait. Je pense qu'il faut aussi se poser. Et ben en fait, c'est que les gens ne sont pas assez vaccinés contre la grippe, car on le sait, il existe un vaccin et que ce vaccin contre la grippe protège toutes les populations à risque, comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les gens atteints de diabète aussi, qui sont parmi ces personnes à risque. Et il y a aussi toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, comme on les appelle. Et bien voilà, il y a un vaccin qui protège ces personnes-là et qui permet de diminuer, en fait, de baisser le risque de développer une forme grave, en tout cas de la grippe, quoi. Ouais, mais quand même préciser que être vacciné ne t'empêche pas de choper la grippe, hein, comme on dit beaucoup à l'oral sur un ton informel. Mais par contre, le vaccin, il va t'éviter normalement d'aller à l'hôpital, d'aller en soins intensifs et de mettre en danger ta vie. Même si évidemment, on peut toujours en mourir, mais c'est beaucoup moins dangereux en étant vacciné. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est prouvé. Ouais, officiellement. C'est prouvé officiellement, ce sont des faits, ce sont des chiffres. Alors en France, le ministère de la Santé, les autorités sanitaires et médicales ne sont pas du tout contentes sur ça. Elles se plaignent, elles sont saoulées. Elles sont frustrées parce que le problème, il est là, où le lien avec notre sujet, il est bien là. En fait, s'il y a autant de personnes hospitalisées pour la grippe en France en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes vaccinées contre la grippe. Est-ce que tu me suis là? Oui, pour l'instant, oui. Parce que moi, j'ai vu que 80% des gens qui ont développé là, ces dernières semaines une forme grave de la grippe, en fait, elles n'étaient pas vaccinées. Ouais, ça fait 4 sur 5. Donc certains sont morts. On peut en mourir évidemment. Ce qui agace les autorités, hein, comme tu as dit, des médecins qui se disent en fait, mais c'est bête, il suffit de se faire vacciner pour réduire considérablement les risques. Le vaccin existe, hein, il est disponible, on a la solution, il est accessible. Tu vas chez le médecin, tu vas à la pharmacie et on te le fait. En fait, c'est tout simple. Ouais, et si tu fais partie des personnes à risque, hein, donc les critères dont on a parlé tout à l'heure, plus de 65 ans, femmes enceintes, etc., il est même gratuit, ce vaccin. Et sinon, je crois que c'est vraiment pas grand-chose, c'est quelque chose comme 10 €. Donc voilà, c'est une introduction un peu longue au sujet, mais je pense nécessaire pour poser les bases. Et Violaine, là, je pense qu'on a envie de se poser la question et de se demander mais pourquoi les Français ne vont pas se faire justement vacciner, ne vont plus se faire vacciner comme c'était peut-être le cas d'ailleurs avant. Ouais, parce qu'on y a droit, on a les moyens, on en a la possibilité, mais on préfère pas. Et on parle du vaccin contre la grippe, mais on pourrait généraliser aux autres, au Covid, à la coqueluche, etc. Moi, j'ai envie de répondre à ta question par ce ton un peu provocateur. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'en a pas envie en France, je crois. C'est ça, on n'en a pas envie, on ne le veut pas. Et pourquoi on n'en a pas envie? C'est ce dont on va parler évidemment maintenant. On se souvient, Violaine, toi comme moi, de la pandémie de Covid, de coronavirus, la France, où on a mis du temps, rappelle-toi, à accepter de se faire vacciner. Nous, on comparait souvent à l'époque avec l'Espagne, le pays où on vivait. On était à Madrid tous les deux, Violaine, et moi je bossais dans un lycée comme prof de français, toi aussi. Tu travaillais à l'époque dans une école et on était allé se faire vacciner. On n'avait pas le choix d'ailleurs, hein. C'était vraiment obligatoire en tant que prof, bien sûr. Et rappelle-toi, on avait vu des files, des queues immenses d'Espagnols qui allaient se faire vacciner. Il n'y avait pas de débat. L'écrasante majorité des Espagnols étaient vraiment ravis de bénéficier d'un vaccin à l'époque pour tout simplement continuer à vivre, continuer à sortir, à faire leurs activités. Et quand on parlait avec des amis, je me souviens, des proches en France, ça n'avait absolument rien à voir. Non, ouais, c'était plus poussif en France. Le vaccin a été moins bien accueilli, hein, on pourrait dire. Moi, je me rappelle que beaucoup de Français s'étaient fait vacciner à l'époque, à l'été 2020.
je crois, juste pour pouvoir aller au resto ou pour voyager. Parce qu'en fait, à l'époque, en France, sans vaccin, pas d'avion, pas de restaurant. Les bars, c'était compliqué aussi, ou alors juste en terrasse, je crois. Bref, toutes ces mesures ont fait un peu augmenter les chiffres de la vaccination en France, mais c'était pas non plus fou par rapport à d'autres pays qu'on dit développés. Et ce qui est d'ailleurs un paradoxe quand tu penses qu'on est, nous, la France, le pays du vaccin quand même, le pays de celui qui a inventé le vaccin. C'est ça qui est marrant et complètement paradoxal. Là, tu fais référence évidemment à Louis Pasteur. On est à la fin du 19e siècle. Alors sur ça, tu sais que j'ai lu que c'est un Anglais qui a injecté le premier vaccin. C'était lui le premier, avant même Louis Pasteur. C'était quelques années, quelques décennies plus tôt. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Tu m'excuses, Violaine. Et si certains de nos auditeurs le connaissent, évidemment, ils peuvent nous le préciser. Mais ouais, on va dire que c'est Pasteur qui a développé en fait la vaccination, qui a généralisé la vaccination. Mais c'est vrai que comment c'est possible qu'on soit devenu aussi méfiant, aussi réticent à l'idée de se faire vacciner quand on a eu quelqu'un comme Louis Pasteur, voilà, que ce soit d'ailleurs pour la grippe, comme on vient de le dire, ou pour un autre virus? À mon avis, tu vois, je pense qu'on a vraiment tellement idéalisé Pasteur dans les livres, à l'école, que je pense que certaines personnes ont des attentes complètement irréalistes à l'égard des vaccins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois. Est-ce que tu peux peut-être un peu développer? Tout simplement, tu vois, je dirais que beaucoup de Français, en fait, n'acceptent pas qu'il y ait parfois des doutes, des incertitudes vis-à-vis des vaccins. En fait, ils comprennent pas que le vaccin n'est pas parfait et ne le sera sans doute jamais. Parce qu'en gros, selon eux, si le vaccin n'est pas efficace à 100%, ça vaut pas le coup en fait de le faire. Okay. Et on l'entend souvent d'ailleurs, si par exemple t'entends un cas, t'apprends qu'une personne meurt d'une maladie alors qu'elle était vaccinée, t'as beaucoup de gens qui se disent en fait ça sert à rien, c'est inutile. Ouais, c'est un échec. C'est un échec. Je vois ce que tu veux dire. Je rapprocherai ton argument avec le mien, peut-être. Je crois qu'ils sont tous les deux liés. Tout simplement, si les Français ont du mal à vouloir d'un vaccin, c'est qu'ils se méfient en fait des institutions. Des institutions en général, premièrement politiques. Si le gouvernement ou le président de la République prend la parole demain et dit aux gens à la télé allez tous vous faire vacciner, alors même que notre président, par exemple, Emmanuel Macron, notre président actuel, est détesté, évidemment, les Français vont faire l'inverse. Tu le sais très bien. Totalement. Tu le sais autant que moi. Donc c'est un peu stupide, mais en gros, dans certaines situations ou dans certains groupes, j'ai l'impression que si tu te dis que tu te fais vacciner contre la grippe, tiens, je suis curieux d'avoir ton avis sur ça. Mais moi, je le pense foncièrement, profondément. On va presque penser que tu soutiens le gouvernement. Et d'ailleurs, inversement, si tu veux pas te faire vacciner alors que le président le dit, on va te dire que tu es absolument anti-gouvernement, anti-président actuel. Donc, je dirais que c'est vraiment un marqueur en fait identitaire. Souvent on dit cette phrase, dis-moi si tu te vaccines et je te dirai qui tu es, quoi. Ouais, ou je te dirais pour qui tu votes. Ouais. Mais c'est vrai que ça ressemble assez bien aux Français qui ont tendance à tout politiser et à politiser chaque action de leur quotidien. Mais je rajouterais à ton argument de la méfiance des institutions qu'en France, on a quand même des exemples récents dans les années 90, mais aussi, je me souviens, dans les années, je dirais 2009, 2010, de scandales un peu sanitaires et d'affaires dont on a beaucoup parlé, qui ont évidemment fortement affecté, qui ont touché, qui ont heurté la confiance des Français. Et en 2009, c'était même en 2009, je me souviens très bien, c'était la fin de mon lycée. Je crois qu'on parle de la grippe H1N1. H5N1 H5N1 ou H1N1? Je crois que c'est H1N1. Je vais juste vérifier, tu me mets un doute. Alors, excusez-nous, c'est vraiment du direct. C'est vraiment la grippe H1N1. Okay. Exactement. C'est un vieux souvenir, ça date d'il y a 15 ans déjà. Ouais, et à l'époque, c'était une énorme polémique en France. Le gouvernement avait commandé une tonne de doses de vaccins. Et bon, quand je dis une tonne, c'est une expression pour dire énormément.
Ouais, c'était d'ailleurs plus d'une tonne vraiment. Si tu parles de la quantité, on parle de millions de doses à l'époque, je Ouais, crois. c'était énorme et en fait, bah, finalement, ça avait servi absolument à rien. On ne les avait pas utilisés. Donc, bien sûr, immense gaspillage, ça avait coûté beaucoup d'argent. Et là, depuis cette histoire, en fait, les gens parlent beaucoup des liens entre politique et lobby industriel, lobby pharmaceutique. Et on se méfie, quoi. Ouais, en vrai, historiquement, c'est vrai que ce dont on parle, c'est récent, c'est très récent. Ça fait 15-20 ans, on va dire, qu'on se vaccine un peu moins. Mais historiquement, en France, on faisait plutôt partie des bons élèves. Alors qu'aujourd'hui, bah, j'ai vu, c'est tout le contraire. On est tout en bas de la liste du classement quand on compare avec tous les autres pays du monde, on va dire, occidental ou même pas, dans le monde entier. Et ces polémiques, on va pas les détailler. Il y en a eu d'autres, forcément, qui ont joué un peu leur rôle, quoi. Ouais, et moi j'ai l'impression aussi, et là c'est plus mon ressenti personnel, tu me diras ce que t'en penses, et je suis curieuse de connaître aussi votre point de vue, vous qui nous écoutez, comment ça se passe chez vous. Mais en France, on a énormément d'émissions de radio à la télé qui débattent en fait justement des vaccins, de leur utilisation, de leur sécurité, de leurs bénéfices, de leurs risques éventuels. Et on a vraiment des champions de ça, des experts qui viennent en parler. Et même sur les réseaux, sur YouTube, voilà, il y a des chaînes super populaires qui remettent en cause tout cela. On a aussi des personnages très médiatiques, charismatiques, qui voilà, mettent ces sujets sur la table. Donc forcément, les gens doutent ou se mettent à douter. Ouais. Et à remettre par conséquent en question beaucoup de choses. Pour moi, je dirais que sur ça, tu vois, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. On en parle souvent, tu le sais dans le podcast, pour un Français, c'est extrêmement important d'avoir de l'esprit critique, comme on l'appelle, donc être critique vis-à-vis de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous impose. Notre culture, en fait, la culture française impose ça. C'est même valorisé, on l'a déjà dit, mais c'est valorisé déjà dès l'école, quand on est au collège, au lycée, on nous apprend, on nous demande d'être vraiment comme ça, de réagir comme ça, de penser de cette manière, et de toujours voilà, avoir ce regard, avoir cet œil critique. Moi j'aime bien, globalement c'est quand même quelque chose dont on peut être fier, c'est chouette, c'est intéressant par moments, mais aussi, il faut le dire, ça peut poser problème. Encore une fois, selon moi, dans d'autres cas, on pourrait dire que c'est quand même l'héritage en fait des Lumières, des philosophes des Lumières. Oui à la raison, mais aussi oui à la remise en question, voilà, la remise en cause de tout ce qui vient, comme on l'a dit, de l'autorité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça, c'est très très vrai. Hein. Les philosophes des Lumières, on est quand même biberonnés à l'école aux philosophes des Lumières. On les étudie en long, en large et en travers. On peut en citer quelques-uns peut-être. Ouais. Voltaire, Rousseau. Très bien. Montesquieu, évidemment. Montesquieu, je me souviens bien de lui parce qu'il porte le nom de ma fac de droit, mon université de droit à Bordeaux, où j'ai étudié. Voilà, là aussi, ça remonte, il y a 10 ans. Mais les philosophes des Lumières, ça remonte encore plus puisque ça date du XVIIIe siècle. Mais ça reste, c'est ancré dans notre société, cette manière de penser. Et comme tu l'as dit, cette obsession pour la critique. Il y a un autre élément aussi que j'ai découvert là encore en me renseignant. Et j'ai la source sous les yeux. J'ai trouvé ça la semaine dernière dans le journal Le Monde, je crois. Journal Le Monde auquel je suis abonné. Ça aide aussi, d'ailleurs, sur ça, petit aparté, mais de s'abonner, ça aide à avoir les articles dans leur intégralité. C'est tellement rare maintenant et c'est toujours frustrant quand t'es pas abonné et que tu dois, c'est vrai, t'arrêter aux premières lignes, quoi. Bref, tout ça. J'aime bien parler du Monde, quand même, qui est une référence. Parenthèse fermée sur Le Monde. Mais voilà, donc dans Le Monde, j'ai été assez sidérée d'apprendre que, en gros, seulement 30% des médecins sont vaccinés contre la grippe. Ouais, ce qui est extrêmement peu pour des médecins, quoi. Alors là, c'était les médecins dans les hôpitaux de Marseille, pour vraiment être précis. Okay. Mais attends, tu vas voir, c'est quand même encore moins pour les infirmiers et les aides-soignants. Là, on est autour de 10%. Donc en gros, un infirmier sur 10 est vacciné contre la grippe. Ouais, c'est vrai qu'au sein même du personnel de santé, il y a ces débats-là, en fait. Ça traverse ce milieu-là. Et ce chiffre, d'ailleurs, me
me surprend. Alors, moins peut-être pour les infirmiers, les aides-soignants, mais un peu plus pour les médecins. 30%, c'est rien. Mais on l'a dit, en fait, même les relations entre les autorités et les médecins sur le terrain sont délicates, en fait, en ce moment. Ça peut aussi s'expliquer comme ça, ce petit chiffre. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a, Violaine, tout un tas de personnes, de patients, de gens qui sont intéressés par ce qu'on appelle la médecine douce, donc par tout ce qui est naturel, la médecine alternative, tout ça. Comme l'homéopathie par exemple, Ouais. mais aussi comme plein d'autres techniques. Et c'est vrai qu'ils vont d'abord en fait se tourner vers cette médecine-là pour essayer de renforcer doucement leur immunité. Tant que c'est pas trop grave, quoi. Ouais. Et tu sais que pour revenir justement aux chiffres dont tu as parlé juste avant, tu sais qu'il y a un débat en ce moment en France pour rendre la vaccination des soignants, justement, obligatoire, pour que les médecins, les infirmiers, qui d'autres, les kinés, etc., donc vraiment tout ce milieu-là au sens large médical, pour qu'ils soient obligés de se vacciner. Sachant que la vaccination reste et demeure minoritaire dans ce milieu, je trouve que c'est une idée qui n'est pas inintéressante. Et voilà, en tout cas, elle est avancée et on y réfléchit en ce moment, quoi. Ouais, j'imagine que si ça devait arriver, si le gouvernement décidait que ça devait être obligatoire, faut le dire, je pense que ce serait un immense bordel, un bordel monstre. Il y aurait évidemment une forte contestation chez les professionnels de santé. Et comme tu l'as dit, les tensions existent entre les professionnels de santé et le gouvernement, donc ça râlerait pas mal. Ouais, ça c'est clair. Râler, donc on râle, hein, ça veut dire on se plaint. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer que ça puisse passer chez nous. En tout cas, que ça soit accepté, ça risquerait de créer pendant des semaines et des semaines de la contestation. C'est vraiment un gros sujet, super sensible. Et à mon avis, là encore, ça rappellerait en fait trop les années Covid, là, la période de la pandémie, il y a quelques années qu'on a traversé, avec toujours ce débat qui existait à l'époque. Si je me trompe pas, hein, c'était exactement le même. Est-ce qu'il faut les vacciner ou pas ? Alors, si tu veux mon avis, je trouve que c'est un peu tôt. Le sujet est trop sensible et je sais pas si la période est vraiment propice à ça, quoi, idéal. Mais après tout, s'il faut en passer par là, pourquoi pas, quoi. C'est presque une question de bon sens. Oui, quand tu es au contact de personnes fragiles ou à risque, il n'y a rien de choquant à en parler. Voilà, c'est ça. En tout cas, à un moment donné, c'est une question qui méritera certainement d'être posée et qui est, compte tenu de, c'est vrai, il faut le dire, de leur métier, de leur tâche, de leur mission, qui est quand même, je pense, légitime. Voilà, selon moi, hein, évidemment. Mais tu sais, moi, je pense aussi que parmi toutes les raisons pour lesquelles les Français prennent autant de distance avec la vaccination, il y en a une qu'il faut plutôt regarder avec le prisme de l'histoire. Je vais m'expliquer, mais je veux préciser que je parle de l'histoire avec un grand H, un H majuscule. Je crois en fait qu'en France, on a perdu sur ces 15-20 dernières années une certaine culture générale en matière d'épidémie. Je pense qu'on a oublié, et ce malgré le coronavirus qui nous a pourtant frappé durement et qui nous a même traumatisés, on peut dire, on a oublié les grandes épidémies du début du XXe siècle, du XIXe siècle, des autres siècles. Et ces épidémies, elles étaient encore plus meurtrières parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Ouais, et puis elles nous frappaient vraiment de plein fouet à l'époque. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, chez beaucoup de Français, en fait, tout ça, c'est perçu comme de l'histoire ancienne. On oublie que le vaccin, en fait, la base du vaccin, ce pourquoi il a été créé originellement, c'est que c'était pour sauver des vies. Et on a une expression qu'on dit de temps en temps en français, c'est celle-là, on a la mémoire courte. Et peut-être que les Français ont la mémoire courte sur ces sujets-là. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui préfèrent parler plutôt des effets secondaires des vaccins sur la santé. Moi, je me souviens d'une dame âgée à la télé qui avait demandé à son médecin s'il y avait donc des effets secondaires à son vaccin. Je sais plus lequel. Ouais. Et quand le médecin lui a répondu, c'est possible que vous ayez un peu mal à la tête ou je sais plus quoi, quelque chose de léger comme effet secondaire, elle avait
refuser finalement de se faire vacciner. Bah, classique, ça c'est vraiment un comportement classique, une réaction qu'on entend très souvent. Donc là encore, on voit bien la réflexion derrière, comme si, tu vois, si tu as un léger mal de tête, en fait, pendant quelques heures, en termes de souffrance ou même de risque pour la santé, comme si c'était plus fort que tout, quoi. Ça dépassait peut-être l'éventualité ou le risque de mourir d'une maladie, quoi. Donc honnêtement, je me demande moi aussi si en France il ne faudrait pas remettre une petite dose de prévention, sans mauvais jeu de mots, hein, refaire de la prévention. Encore mieux donc informer les gens sur les avantages, sur les bienfaits, sur tous les bénéfices en fait que peut engendrer un vaccin. Ça doit passer certainement par l'école, hein, refaire des cours d'histoire ou faire des cours d'histoire, parce que moi j'ai pas le souvenir d'en avoir reçu, mais des cours d'histoire sur toutes les grandes épidémies qui ont frappé la France dans l'histoire. Et pas que la France, hein, le monde évidemment, mais aussi la France. Et même plus largement en fait renforcer la culture scientifique. Tu vois, tout simplement, et dont on manque cruellement, j'ai l'impression parfois en France. Donc ouais, je pense que ça peut passer par l'école peut-être, mais c'est vrai pour beaucoup quand même, mourir d'une épidémie, ça nous paraît de l'histoire ancienne, tu vois, d'un autre temps, d'un autre siècle, alors qu'en plus, pas du tout, on l'a bien vu récemment quand même avec le Covid. C'est clair. Bref, sujet passionnant dont on voudrait parler, évidemment, Violaine, encore pendant longtemps, sauf que c'est toujours le même problème, faut savoir s'arrêter, sinon ça va être encore interminable. Et je pense que ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute tous les deux. Voilà, on essaye toujours de rester autour de 30 minutes, mais là, malheureusement, on les a encore dépassés. Ouais, ça tourne souvent autour de 40 minutes, désolé. Voilà, c'est vrai que c'est dur de calculer tout ça, même si on regarde l'heure, hein, ou j'allais dire en fait, je regarde ma montre, mais je n'ai pas de montre. Non, on regarde notre téléphone, malheureusement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète une petite montre. Tiens, depuis le temps que je le dis, ça m'éviterait en plus de sortir le téléphone trop souvent. Hein. C'est une très bonne idée. C'est même une résolution, une intention, bref, de cette nouvelle année, donc je devrais m'y tenir. Est-ce qu'on passe au film, Violaine, à la recommandation de la semaine ? Allez, c'est parti. Je commence si tu veux et puis tu complètes. Allez, on fait comme ça. Vas-y, présente-le. Déjà, je dois vous le dire, vous risquez de pleurer en regardant ce film. Oui, pleurer, ok, mais pas de tristesse. Non, je dirais que c'est un film qui fait pleurer parce que c'est un beau film. C'est un film émouvant parce que je crois que c'est un film nécessaire. Comment il s'appelle ? Ça s'appelle donc Je verrai toujours vos visages, film de 2023, donc très récent. Je vous raconte rapidement le pitch, comme on dit. Allez. En fait, le film, il aborde un seul thème, qui est le thème de la justice restaurative. En gros, pour résumer, on suit deux histoires dans le film. Donc d'abord, on suit plusieurs rencontres dans une prison entre des auteurs d'infractions d'un côté et des victimes de l'autre. Et en fait, ils sont réunis, ces deux groupes, par une asso pour dialoguer, pour échanger ensemble, pour se comprendre. Voilà, et c'est ça, ce qu'on appelle la justice restaurative. Et parmi les détenus, on en a un qui a été condamné pour le vol avec violence d'un sac à main, je crois, qui appartenait à une vieille dame. On en a un autre qui a cambriolé une maison et qui a séquestré une famille. C'est vraiment pas très drôle. Et puis de l'autre côté, juste en face, en fait, on retrouve les victimes qui ont été, elles, évidemment, victimes de ce genre de délit. Hein. Du coup, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est que les échanges, ils sont à la fois un peu houleux, donc tendus, mais aussi ils sont très enrichissants. Ouais, c'est des très beaux moments à la prison. Et en parallèle, on suit, pour préciser, l'histoire d'une jeune femme qui a été donc violée par son frère, hein, donc dans un cadre incestueux. Et elle va aussi entamer un processus avec l'asso pour retrouver ce frère. Voilà. Et le reste, on peut pas vous le dire. Non. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette justice restaurative, donc ce dispositif qui permet de faire discuter auteurs et victimes d'infractions ensemble, ça a été mis en place en France en 2014, donc il y a seulement 10 ans. Tu sais que je suis certainement un peu inculte, naïf, je sais pas comment l'appeler, mais je savais même pas que ça existait, tu vois, ce type de dispositif en France, et je l'ai appris hier en regardant ce joli film.
Donc voilà, regardez ce film, on l'a vu sur une plateforme en ligne, hein, nous qui s'appelle Canal+, disponible en France, mais vous le trouverez facilement en ligne, peut-être en VOD, comme on dit, en vidéo à la demande. C'est un film subtil, délicat, nuancé et qui est aussi complexe, et ça c'est cool. C'est clair, et je suis sûr que, parce que c'était notre cas, on rit aussi hein, par moments, on pleure, hein, comme tu l'as dit Violaine, mais je pense qu'il faut qu'on s'arrête quand même sur ces acteurs, juste les acteurs de ce film, parce que là vraiment, nous on les connaît depuis très longtemps, et c'est vrai que ces acteurs-là, c'est ce qui se fait de mieux en France. Dans ce film, vraiment, on a réuni la crème de la crème, quoi. On a réuni les acteurs et les actrices français du moment. Donc, c'est d'ailleurs surtout, je trouve, ceux qui jouent les victimes hein, dans cette histoire. Donc, on parle de Leila Bekti, on parle de Gilles Lelouch. Voilà des noms d'acteurs que vous devez suivre un petit peu si vous aimez le cinéma français actuel. Il y a aussi Adèle Exarchopoulos, je sais plus exactement. Je crois que c'est Adèle Exarchopoulos. Exarchopoulos et pas Exarchopoulos. Non, je crois pas. Non. Et voilà, tous ces acteurs, ils sont vraiment sublimes. Ouais, et puis il y a aussi, on peut pas s'empêcher de le mentionner, il y a aussi Raphaël Quenard, dont on a déjà parlé pas mal de fois ici. Bon, lui, il joue le rôle d'un criminel dans le film, mais bon. Oui, c'est vrai. Lui, il est vraiment pas du côté des victimes. Mais voilà, vous avez dans ce film, pendant 2 heures, vous allez pouvoir découvrir, voir ou revoir tous ces acteurs français les plus connus, qui font partie des plus populaires en ce moment chez nous en France. Et puis même, moi, en tant que prof de français, j'ai remarqué un vrai intérêt aussi linguistique pour vous, nos étudiants. On a dans ce film à la fois le registre standard, mais aussi on a aussi, je trouve, très souvent, peut-être 50% du film, un registre, un français plus familier. Donc on a parfois le français formel, le français aussi assez professionnel, ou les juristes des assos qui parlent un meilleur français, entre guillemets, évidemment. Et puis tout le français informel qui est plutôt là, peut-être du côté des détenus, ou voilà, en tout cas des gens, d'une partie des acteurs et des personnages. Donc on alterne pas mal, je trouve, entre les deux. On joue sur les mots aussi, c'est vraiment intéressant, et le film marque bien cette différence, c'est assez clair, et vous l'imaginez, c'est un film actuel, donc c'est du français parlé de 2023 je crois, 2024, bref, d'aujourd'hui. Donc je suis convaincu que ça pourrait, que ça va en intéresser plus d'un ici. Ouais, dans les dialogues, la grammaire est intéressante, je trouve. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de dialogues au passé, parce que, voilà, étant donné que les personnages se confient sur leurs infractions, sur ce qu'ils ont fait ou sur ce qu'ils ont traversé, forcément, il y a beaucoup de dialogues au passé. C'est très juste. J'ai noté beaucoup d'imparfaits, de passés composés, de plus que parfaits aussi, pour évidemment raconter des histoires, rapporter des faits. Donc, regardez ce film. Hein. On va rappeler peut-être le titre. Je verrai toujours vos visages. Voilà, et évidemment, regardez-le avec des sous-titres en français, bien sûr, pas en anglais ou dans une autre langue, dans votre langue, non, en français. En vrai, moi, c'est mon coup de cœur, tout simplement, c'est mon coup de cœur de ce début d'année. Bon, c'est vrai que 2025 vient de commencer, mais voilà, ça fait du bien. Il y a des films comme ça qui, je trouve, Violaine, après les avoir vus, te rendent plus intelligent, ou même te donne l'impression que tu es plus intelligent ou plus intelligente. Voilà, celui-là, je trouve qu'il en fait partie. Bon, on l'a encore bien vendu, ce film. On devrait recommander davantage de films cette année. Soyez prêts. Ouais. En tout cas, moi, c'est vraiment l'une de mes résolutions ou de mes intentions pour cette année. Regardez plus de films. Je suis sûre que ça intéressera ici de connaître le nom de films français qui sont récents et actuels. Et nous, on sait à quel point c'est tellement pertinent d'en regarder quand on veut progresser en français. C'est clair, c'est bien vrai. C'est bon ? Écoute, de mon côté, rien à ajouter, c'est bon. Bon, on vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.